marche. Faut appuyer. Hein. Là, il est en fonctionnement. Ouais. Pas de problème. Merci, Franck. Bon alors allons-y. Ah oui. Bien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je crois que je vais enlever le masque quand même, sous le contrôle du professeur Fontanet. Je suis loin, les mesures barrières restent respectées. Bonsoir à toutes et à tous, je suis donc très heureux d'être avec vous ce soir. Je suis Jérôme Chapuis et j'ai le plaisir de modérer cet entretien avec Alain Cugnot et Arnaud Fontanet que je salue. Je vais vous présenter dans un instant. C'est une soirée qui est organisée conjointement et pour la première fois par deux institutions jésuites, le Centre Sèvres où nous sommes ici et le Centre culturel de Franklin, Saint-Louis de Gonzague. Merci à Laurent Poupard, le directeur de Franklin qui est présent, et à Marie-Christine Horry-Lavolée. L'un et l'autre se feront vos ambassadeurs pour les questions qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, dans la suite de cette soirée, que ce soit dans la salle. Et bien évidemment, c'est l'occasion d'ailleurs de saluer toutes les personnes qui nous suivent grâce à YouTube et d'autres moyens techniques. Puisque évidemment nous aurions souhaité que le sujet que nous abordons ce soir soit un petit peu moins actuel. On aurait aimé porter un regard, disons, plus rétrospectif, mais de fait le virus est toujours aussi présent, toujours aussi pugnace, il nous résiste. Cela ne nous empêche pas, et c'est ce que nous allons faire, de nous interroger ensemble sur ce qui arrive, sur ce qui nous arrive, notamment en nous interrogeant sur ce que cette crise révèle de notre rapport collectif aux personnes les plus fragiles, protégées, soignées. On en a beaucoup parlé depuis le mois de mars dernier. Nous parlerons aussi de ceux qui sont en première ligne, les soignants. Nous allons donc le faire pendant 1h30 ensemble avec nos deux invités. Alain Cugnot, donc vous êtes philosophe, enseignant ici au Centre Sèvres. Vous avez donné la conférence de rentrée précisément sur l'expérience du confinement et du déconfinement.
et Arnaud Fontanet, que beaucoup d'entre nous connaissent pour son rôle au sein du Conseil scientifique, dans les médias aussi, où vous nous faites bénéficier de votre expertise d'épidémiologiste et de chercheur à l'Institut Pasteur. La soirée va donc se dérouler de la manière suivante. Nos deux invités vont s'exprimer l'un et l'autre pendant une dizaine de minutes. Ensuite, dialogueront. Et puis pendant ce temps, vous pourrez faire remonter vos questions par mail. Je crois que l'adresse vous a été communiquée au moment de l'inscription. Et puis bien évidemment, dans la salle, des micros pourront circuler, je vous promets. Ce soir, je crois de toute façon que le couvre-feu est fixé à 22h. Donc tout ça s'arrêtera d'ici un peu moins d'une heure et demie. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. L'adresse mail, on la rappelle alors peut-être. Alors, conférence, l'adresse mail pour nous poser les questions, conférence au singulier, @franklinparis, tout attaché, .com. Je répète, conférence au singulier et sans accent, @franklinparis.com. Voilà, je vous laisse la parole en commençant peut-être par vous, Arnaud Fontanet. Alors, l'important, en fait, comme je l'ai dit, la question qui se pose à nous ce soir, c'est la question du regard et des enseignements qu'on peut déjà tirer sur notre rapport aux soins notamment et au fait que nous protégeons. Et la question étant, qu'avons-nous voulu protéger ? D'accord, alors je vais peut-être, pour un peu planter le décor, vous faire un récapitulatif de l'historique de cette épidémie. Va nous amener à des réflexions sur aussi où on va, qu'est-ce qu'il faut faire, et je pense que là on pourra rejoindre les interrogations que vous venez d'émettre. Alors, pour vous raconter à nouveau cette histoire que vous connaissez, mais en essayant d'être le plus précis sur les faits et les dates, comme vous le savez tous, ça a démarré à la mi-décembre dans un marché de Chine, à Wuhan, et quelques cas d'une pneumopathie dite atypique. Assez vite, on se rend compte que ce n'est pas de la grippe. Il y avait la notion de contact dans un marché animal, probablement un coronavirus, comme ce qu'on avait vu avec le SRAS en 2003 en Chine. Et dès le 10 janvier, nos collègues chinois mettent sur un site partagé de virologues la séquence complète d'un nouveau coronavirus, qui confirmait donc qu'on était devant un nouveau virus. Cette séquence allait nous permettre de développer des tests diagnostiques qui allaient être extrêmement utiles dans tous les pays pour pouvoir identifier des patients qui seraient infectés par ce nouveau coronavirus, mais on était dans l'inconnu par rapport à quel est le risque pandémique associé avec ce nouveau coronavirus. Et autant les scientifiques chinois ont été très rapides pour nous fournir la séquence, autant ils ont été avares sur les données épidémiologiques quand il s'agissait de nous dire qu'est-ce qui se passait réellement dans la ville de Wuhan. Et moi-même qui suivais la situation de près, parce que dès le 30 décembre, sur la première alerte, je m'étais dit il y a possiblement quelque chose d'inquiétant dans cette annonce. C'est mieux comme ça, merci. Ah oui, c'est mieux. Je pense que je continue. Hein, allez-y, je vais continuer. Et autant je n'arrivais pas à avoir, et mes collègues de l'OMS non plus, les informations qui nous paraissaient les plus cruciales, particulièrement en ce qui concernait le potentiel de transmission interhumaine. À partir du moment où on aurait la preuve que ce virus se transmettait d'homme à homme, il y avait un risque épidémique, voire pandémique. Le scénario alternatif étant un virus sorti de l'animal qui infecte l'homme, mais sans possibilité de transmission interhumaine. Et c'était une vraie hypothèse jusqu'au 1er jour de janvier. Le 12 janvier, on apprend qu'il n'y avait pas 4 cas, mais 41 cas dans la ville de Wuhan, toujours liés à ce marché animal, qu'il n'y avait pas de transmission interhumaine, il y avait le premier décès. Le 13 janvier, on apprend qu'une patiente chinoise est diagnostiquée à l'aéroport en Thaïlande, je pense de Bangkok, avec de la fièvre, et donc un premier cas hors de Chine. Le 15 janvier, deuxième cas hors de Chine, cette fois-ci au Japon. Et là, on se dit tous, il n'est pas possible qu'il n'y ait que 41 cas à Wuhan et déjà 2 exportations, ou alors les gens de ce marché voyagent vraiment beaucoup. Nos collègues de l'Imperial College à Londres font une modélisation mathématique et disent qu'il y a au moins 1700 cas à Wuhan. Les autorités chinoises, le lendemain, nous disent qu'il y en avait 50 de plus, le surlendemain, il y en a 100 de plus. Et le 20 janvier, pour la première fois, un pneumologue réputé chinois vient à la télévision chinoise et dit voilà, on est dans une situation critique à Wuhan et on a d'ailleurs eu des personnels soignants infectés, ça signait la transmission interhumaine et pour nous c'était l'indication qu'on était face à un phénomène épidémique potentiellement pandémique.
3 jours plus tard, il fermait la ville de Wuhan, la province de Hubei, 50 millions de personnes. Et il faut que vous compreniez qu'il y avait ce décalage pour nous tous. On suivait, on était avides d'informations. Et en l'espace de quelques jours, on passe de 50 cas, 100 cas et 50 millions de personnes qui sont mises en confinement. Donc là, on réalise que la situation était beaucoup plus sévère que ce qu'on avait pu entendre jusqu'à présent. Entre-temps, on était donc là le 23 janvier. Entre-temps, on avait pu développer des tests diagnostiques et on voit arriver les 3 premiers cas en France, 24 janvier, 2 à Paris et 1 à Bordeaux. Immédiatement isolés, on teste tous les contacts, tout est négatif. La semaine suivante, 3 cas supplémentaires, immédiatement isolés, on teste tous les contacts, ils sont négatifs. Puis là, une période où rien ne se passe en France, on est dans le mois de février. On apprend qu'en Asie, ça se développe un petit peu. Donc il y a des foyers en Corée, au Japon, Hong Kong, Singapour. Ça reste contrôlé, mais on voit que ça bouge un petit peu. Le 8 février, c'est l'épisode des contamines, où un patient britannique qui arrive de Singapour, et non plus de Chine, infecte 5 personnes dans un chalet, puis une 6e, et finit au Royaume-Uni. On isole tout le monde, on teste tous les contacts, tout est négatif. Mais on sait que ça peut arriver d'un autre pays que la Chine, et déjà ça commence à nous dire que ça deviendra de plus en plus difficile. Dans le même temps, on apprend aussi que des personnes qui n'ont pas de symptômes peuvent transmettre. Et ça, c'est pour nous le signal le plus fort d'un virus qui va être très difficile à contrôler, parce que toutes nos stratégies d'isolement et de mise en quarantaine des contacts sont mises à l'épreuve si des gens sans symptômes peuvent transmettre. Et puis, on attend, et là c'était la période très étrange du mois de février. On savait que ça pouvait arriver d'Asie vraisemblablement, sans savoir exactement d'où. Aucun cas sur le territoire français entre le 8 et le 25 février. L'épisode des rapatriés de Wuhan à Carry-le-Rouet, tous testés, tous négatifs. Et on se dit, finalement, ce virus, si on isole très vite, si on teste les contacts, on est peut-être capable de le contenir. Il a dû se passer un truc en Chine avec le développement de cette épidémie qu'ils n'ont pas contrôlé au démarrage. Mais les pays d'Asie, ils y arrivent. En Corée, ça monte, ça descend. Japon aussi, etc. Mais on arrive à contrôler. Et nous, en France, tous les cas importés avaient pu être finalement bien maîtrisés. Arrive le 25 février, décès d'un enseignant de Crépy-en-Valois à la Pitié-Salpêtrière. Il était enseignant au collège, on remonte la chaîne et on comprend qu'il y avait une épidémie qui avait eu lieu à bas bruit dans l'Oise et à côté de laquelle on était complètement passé. On est le 25 février. Fin février, arrivent dans les hôpitaux du Grand Est des patients issus d'un rassemblement évangélique de Mulhouse du 17 au 22 février. Et rétrospectivement, on sait que plusieurs centaines, voire milliers de personnes ont été infectées dans ce rassemblement évangélique où 2500 personnes étaient restées du 17 au 22 février dans un espace clos et une contamination majeure avait eu lieu à ce moment-là. Les hôpitaux du Grand Est sont débordés par des patients qui affluent. Ça arrive sur le nord de Paris, probablement de l'Oise. On est dans la première semaine de mars. Le week-end du 6-7 mars, les réanimateurs du nord parisien nous alertent en disant on voit des gens jeunes qui arrivent avec des pneumopathies inflammatoires, on n'a jamais vu ça. Dans le même temps, on voyait l'Italie, où le nord de l'Italie avait vu une situation critique se développer en l'espace de quelques jours sur la dernière semaine de février. Et on se retrouve précipité dans cette crise. Le Grand Est, avec des patients dans les réanimations qu'on n'arrive plus à accueillir, et il faut ouvrir des lits en catastrophe. Mais ça s'est finalement pas trop mal passé. On est passé très près du moment où on n'aurait pas été en capacité d'accueillir tout le monde, mais ça a été fait. Même chose dans le nord de Paris. Et sur la fois le nord de l'Italie qui est en train de complètement capituler finalement face à ce virus qui arrive très vite, alors qu'on savait que les réanimateurs du nord de l'Italie étaient très experts dans la prise en charge des patients atteints de syndrome respiratoire, de détresse respiratoire aiguë. Les coups de fil, parce que c'était ça nos amis réanimateurs du Grand Est et de Paris qui nous disent on a des patients jeunes, on ne sait pas quoi faire, c'est un truc très nouveau. Jeune, c'est-à-dire ? Jeune, c'était en médiane, donc 50% au moins de 60 ans. J'ai 59 ans et 9 mois, donc j'appelle ça jeune. Et puis les modélisations, nos collègues du Imperial College, avec qui on travaillait, qui sur une population de structure d'âge très proche de la nôtre, nous disaient on est sur un potentiel d'une épidémie qui pourrait tuer plusieurs centaines de milliers de personnes sur la France. Donc, conseil scientifique se met en place, vous connaissez la suite, confinement décidé le 17 mars. Le confinement, je ne vais pas vous le raconter, vous savez ce qui s'est passé. Ça a été le moment quand même de reconstruire ce dont on avait besoin en matière de tests, de masques, d'équipements, permettre aux équipes de réanimation de finalement récupérer une fois que
la masse des patients initiés avait pu être prise en charge. Et puis, on sort mois de mai, mi-mai, 1500 cas par jour, situation beaucoup plus apaisée. Tout se passe bien jusqu'au début juillet. On reste sur une épidémie bien contrôlée, avec un système de surveillance qui fonctionne bien. Les vacances d'été arrivent, relâchement dans les comportements, pic d'incidence chez les sujets jeunes pendant le mois d'août. Partout en France, on voit, c'est incroyable, sur les 20-29 ans, vraiment une montée de l'incidence de cette infection virale, et très vraisemblablement parce qu'eux ont retrouvé effectivement cette liberté qu'ils avaient perdue pendant la période du confinement. Et fin août, début septembre, on voit les taux d'incidence grimper sur les tranches d'âge plus âgées, probablement par diffusion à partir de populations plus jeunes. Aucun caractère moralisateur dans ce que je suis en train de vous raconter, je vous donne juste des faits tels qu'ils étaient. Et là, on se retrouve en septembre avec des personnes plus âgées qui font des complications, comme vous le savez, ceux qui ont donc plus de 65 ans et ceux qui ont des comorbidités, hypertension, diabète, surpoids, maladies cardio-respiratoires. Situation qui devient très tendue dans le mois de septembre. On avait en plus la rentrée professionnelle, scolaire, universitaire. On a quand même réussi à atteindre un plateau, mais un plateau qui était inquiétant en termes d'hospitalisation et de réanimation courant septembre. Et puis arrive la semaine du 5 octobre, c'est-à-dire la semaine qui vient de s'écouler, où là, non seulement en France, mais en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Italie, les courbes partent en flèche. On n'a toujours pas d'explication pour ce démarrage simultané de l'épidémie sur plusieurs pays européens. Je n'exclus pas ce qu'on avait redouté depuis le début, qui était qu'avec le refroidissement, on aurait effectivement à la rentrée deux périodes difficiles. La première, c'était d'absorber la rentrée professionnelle, scolaire, universitaire, et dans un deuxième temps, le refroidissement qui, on le sait pour les virus respiratoires et les coronavirus, favorise leur dissémination, soit parce qu'ils résistent mieux dans un environnement froid et sec, soit, et c'est probablement l'hypothèse principale, parce que les gens vivent plus en milieu confiné. Et donc une accélération de l'épidémie la semaine dernière qui a amené les décisions que vous avez entendues hier soir, et une situation qui donc est... Maintenant, on est dans le cœur du sujet à nouveau. Il y a des perspectives que je discuterai plus tard parce que je ne vais pas monopoliser la parole à ce stade. Je voulais juste vous donner un petit peu ce tableau général. Probablement vous passer la parole et puis on reviendra après sur où va-t-on, etc. et qu'est-ce qui pourrait se passer. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Alain Cugnot. Voilà, peut-être aussi un regard rétrospectif, mais cette fois-ci celui du philosophe. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, donc il s'agit de s'interroger, dit le titre de cette table ronde d'aujourd'hui, sur la place que le scientifique occupe pendant cette période et le rapport de notre société aux plus fragiles. Je crois qu'il est impossible de répondre à ces deux questions sans les remettre dans un contexte plus global, en interrogeant la façon dont la société se rapporte à elle-même, parce que je crois que nous ne sommes plus les mêmes qu'avant cette pandémie. Je pense que nous avons compris au moins trois choses. D'abord et très vite que notre monde pouvait changer en quelques heures. Ensuite, que la solidarité n'était pas une option, mais un fait. Pour moi, l'événement le plus significatif, indépendamment des solidarités qui se sont manifestées à ce moment-là, ça a été les applaudissements de 20 heures. Officiellement, nous saluions l'héroïsme du personnel soignant, et c'était vrai, mais surtout, nous disions tous les soirs à nos voisins que bien que nous ne les connaissions pas, nous les aimions, que nous étions soucieux de ce qui pouvait leur arriver, et cela d'une manière inconditionnelle. Du coup, et cela concerne aussi les plus fragiles, est apparue l'inanité des hiérarchies, des distinctions, l'égale dignité de tous, en tant que personne, l'égale dignité des métiers également. L'injonction d'Isaïe, ne pas se dérober à sa propre chair, en autrui, était devenue une évidence. Cependant et parallèlement, il s'avérait aussi que la question était politique parce que les structures en place
ne permettait pas de faire toute sa place à cette évidence. La pandémie a été, si j'en crois la presse, un puissant accélérateur d'inégalités. 1 million de personnes supplémentaires seraient passées sous le seuil de pauvreté. Des pans entiers de la population échapperaient à la possibilité d'être soignés. Donc, par nos applaudissements, nous y avons donc aussi notre attachement à une certaine conception de l'hôpital public, irréductible au modèle d'une entreprise, et donc aussi notre attachement à une certaine conception de l'État. Devenu conscient que l'exigence de soigner tout le monde risquait de ne pas pouvoir être tenue jusqu'au bout, que la situation conduirait le corps médical à discerner les priorités, nous avons compris aussi qu'une telle tâche incombait au corps médical, sans conteste, mais que le politique ne pouvait pas en être absent. Le troisième trait est que nous avons changé de style de société d'une façon qui affecte profondément, entre autres, et notre rapport à la médecine et notre rapport aux plus fragiles. Il y a eu une considérable régression des libertés publiques, mais nous ne sommes pas pour autant entrés dans une société de surveillance, de contrôle et de contrainte, du moins pas encore, car il y a une sérieuse menace qu'elle se réalise, comme le montre à l'évidence ce qui se passe dans certains pays, et le nombre de voix s'élevant pour dire qu'une démocratie non autoritaire n'aura pas les moyens de relever les défis. Nous ne sommes pas entrés dans une telle société, mais nous sommes entrés en revanche dans une société de l'injonction permanente, fonctionnant sur la base de toute intervention de sauvetage, afin que dans leur propre intérêt, les secourus ne pensent pas et obéissent. Donnez-moi la main, mettez votre pied là, reculez d'un pas, etc. Fermez les bars, restaurants restez ouverts et même faites bar, portez un masque, tenez-vous à distance, dans telle ville vous pouvez, dans telle autre vous ne pouvez pas. Donc une société procédurale. Or, la loi n'est la loi que si elle est appliquée avec équité, c'est-à-dire, comme dit Aristote, que si elle est améliorée, rendue plus claire, plus intelligible par son application. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a des juges. L'application procédurale d'un décret provoque exactement l'effet inverse, engendrant inévitablement des injustices parfois révoltantes, et ce sont les plus fragiles qui sont le plus exposés, parce que ce sont eux qui sont le plus soumis à réglementation. Je pense aux EHPAD et à ce que certaines mesures d'isolement ont pu avoir de mortifère. Je pense aussi aux personnes détenues, encore que le ministère de la Justice et l'administration pénitentiaire, j'en suis absolument persuadé parce que je les connais un peu, ont fait de leur mieux, avec quelques couacs quand même, comme le maintien en détention de prévenus présumés innocents, faute de pouvoir les juger, et une aggravation d'une situation déjà catastrophique que la Croix a rappelé, je crois que c'était hier. Exactement. Merci de rappeler. Dans une telle société, les citoyens ne disposent d'aucune possibilité de jugement concernant les injonctions, parce qu'elles n'ont pas les compétences médicales requises, et que se révolter contre les mesures prises serait proprement criminel. Mais même le corps médical n'offre pas l'éclairage requis. La médecine est le seul discours en ce domaine qui est autorité, sans aucune contestation possible, mais l'épistémologie de la médecine est très particulière et ne permet pas de pouvoir produire un discours fiable, clair, intangible pour le citoyen. Il n'y a pas de théorie médicale, au sens où il y a une théorie physique qui, certes, sera dépassée, mais ne sera jamais contredite. Il n'en va pas de même pour la médecine. Il y a vraiment des chemins abandonnés, des erreurs, des réfutations. Lisez un Larousse médical des années 20, le fou rire est assuré. De plus, il y a une bonne part de l'activité médicale qui ne peut pas être théorisée. Et même le versant purement biologique, scientifique de la recherche, chemine, comme disait Georges Canguilhem, sur une route qui se modifie elle-même constamment.
C'est donc une société essentiellement déconcertante. Nous sommes sans repères fiables, d'où notre vie au jour le jour. Nous sommes mûrs pour une explosion. Le danger n'est pas maintenant. Le danger sera la sortie de crise. Ce sera le moment le plus dangereux. Une reprise en main autoritaire ou encore une mutation, et c'est évidemment cette troisième voie que pour ma part je souhaiterais. Pour moi, la question fondamentale est comment l'intelligence collective va-t-elle se réapproprier une situation aussi complexe? Ce qui caractérise l'intelligence collective est qu'elle a un mode d'existence tel qu'elle ne réside pas dans la tête de quelques-uns qui l'incarneraient, mais interpelle, somme chacun, à travers les événements de sa vie, de se décider avec d'autant plus d'intensité que les événements sont graves. Elle se tient très au-delà de l'opinion publique qui pense que c'est elle l'intelligence collective, très en amont de tout savoir théorique, bien qu'elle le permette, très en amont même de toute capacité à débattre, même si c'est elle qui permet le débat. Elle ne vise pas le consensus, mais elle est ce qui permet que les conflits soient autre chose qu'une menace pour la vie politique, mais au contraire sa condition de possibilité. Elle est essentiellement ce qui permet l'émergence du neuf, de l'inouï, de l'imprévisible. Or, les plus vulnérables, les plus démunis, sont ceux qui subissent le plus fortement la sollicitation de l'intelligence collective. À ce titre, ils ont un savoir incommensurable, mais incommunicable. Tout acte décisif de l'intelligence collective se reconnaît à ce qui libère la pensée chez ceux qui en sont privés parce qu'il n'existait pas de mode pour la manifester, même à leurs propres yeux. Donc voilà, je crois quelle est la tâche de l'intelligence collective actuellement. Merci beaucoup. Je vous propose peut-être de poursuivre dans un esprit, dans un premier temps rétrospectif, puis ensuite on se projettera. Vous avez parlé de la sortie de crise, mais peut-être continuer d'explorer ce qui nous est arrivé. Vous avez dit « nous ne sommes plus tout à fait les mêmes ». Hier, Emmanuel Macron, dans son intervention, disait « nous avons appris ». De cette crise. Arnaud Fontanet, peut-être, puisque vous nous avez dressé avec beaucoup de concision ce qui nous est arrivé depuis le mois de décembre dernier, qu'est-ce que vous avez appris? Et peut-être sur un plan même personnel et professionnel, en quoi est-ce que vous avez changé? Ça a été une expérience extrêmement forte. Hein. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le raconter. J'ai parlé d'une épidémie à virus respiratoire qui avait toutes les caractéristiques de ce nouveau coronavirus qui représentait la plus grande menace pour la population humaine. Et c'était dans des conférences que j'ai pu faire au Collège de France en 2019. Et je ne pensais jamais que je vivrais cet épisode. Et pourtant, j'ai une diapositive qui décrit tout ce qu'on a vu dans les mois qui viennent de s'écouler. Donc, se retrouver à la fois en tant que scientifique, chercheur sur les virus émergents, au cœur de cette bataille, c'est évidemment passionnant pour le scientifique. Se retrouver en tant que participant comme conseiller à la décision publique au sein du conseil scientifique, avec cette intelligence collective que vous avez signalée, parce que ce qui a été très important dans ce conseil, et ça a été vraiment la valeur ajoutée que Jean-François Delfraissy a voulu y mettre, c'est qu'on est un groupe de 14 personnes de disciplines différentes et également qui touchent à la fois au monde scientifique mais aussi à la société. Alors peut-être pas suffisamment, mais il y a par exemple Marielle Edgrat qui est présidente d'ATD Carmonde, qui fait partie du conseil scientifique, pour nous rappeler la vie des personnes en précarité. On a deux sociologues, un sociologue et une anthropologue. Et ce, depuis le début? Depuis le début. Et qui sont là aussi pour toujours... Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à la fois les regards des cliniciens, avec une réanimatrice, Lila Boedma, qui, elle, tout de suite nous a raconté la vie dans un service de réanimation et était là pour nous réveiller quand on était en train de partir sur des délires intellectuels, pour nous raconter la nuit qu'elle venait de passer.
évidemment les cliniciens infectiologues, virologues, épidémiologistes, etc. Et puis les gens du versant de la société qui étaient vraiment pour aussi nous faire comprendre que les discussions qu'on avait devaient s'inscrire dans un choix de société aussi. Et cette intelligence collective, je pense qu'on a eu évidemment un groupe qui au début est resté très restreint, 14 personnes, parce qu'il fallait qu'on aille vite et qu'il y avait des propositions à faire. On se rend bien compte aujourd'hui qu'il faut qu'on l'élargisse au-delà de notre groupe, et c'est la volonté de rajouter des compétences dans le conseil scientifique, mais également aussi de nous articuler mieux avec d'autres groupes de réflexion chacun dans nos propres disciplines. Mais donc il y a eu cette réflexion pour moi en tant que participant à la décision publique à travers les conseils qu'on pouvait donner, qui a été aussi extrêmement formatrice. Et puis je dirais, au plan personnel, j'ai eu finalement la chance de n'avoir personne dans mon entourage immédiat qui a été touché par la maladie, donc je n'ai pas eu à en souffrir des conséquences immédiatement. Mais c'est vrai qu'on a vécu, et comme vous tous d'ailleurs, avec le confinement, simplement une expérience assez unique de se retrouver pendant 2 mois à 6 dans un appartement. Et j'ai probablement jamais autant vu mes enfants depuis 20 ans que je travaille à l'Institut Pasteur, mais tout n'a pas été négatif d'ailleurs, hein. Et c'était... mais j'imagine que ça a pu être beaucoup plus dur pour beaucoup d'autres, hein. C'était juste en passant que je vous le signalais, puisque vous demandiez là-dessus. Alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'au niveau des scientifiques, vous avez vu sur les plateaux télé des scientifiques se traiter de noms d'oiseaux, avoir des avis contradictoires, etc. Mais ça ne reflète absolument pas le quotidien de la collaboration qu'on a en France et à l'étranger, entre nous tous, dans la lutte contre ce virus. On pourra en reparler du rôle des médias, de ce choix de partir sur du débat contradictoire, etc. Les opinions qui ont été exprimées par un certain nombre de personnes sur les plateaux télé sont ultra minoritaires dans le monde scientifique. Moi-même qui suis en contact avec des collègues du monde entier et en permanence, et entre conseils scientifiques, chaque semaine, on rencontre un conseil scientifique d'un autre pays pour discuter un petit peu, etc. Et ça va aussi jusqu'aux États-Unis et à Hong Kong, où j'ai beaucoup de mes collaborateurs. On a à la fois, je pense, une perception de cette épidémie, de ce qu'il faudrait faire, qui est quand même très proche pour l'immense majorité d'entre nous, mais aussi la volonté de partager les données comme on ne l'a jamais vu. On a créé des bases de données partagées, accessibles par tous les chercheurs du monde entier. Et immédiatement, ou quasi immédiatement, en fait. C'est ça qui est nouveau aussi dans Oxford maintient une base de données à jour de tous les patients du monde entier, accessible par tout le monde. C'est la première fois dans l'histoire scientifique qu'on a à ce point une connaissance aussi fine et aussi rapide. Non, ça tient aux outils finalement informatiques qui nous permettent de créer ces grands stocks de données et de les rendre accessibles à tous. Il y a une base de données de toutes les séquences génétiques du virus du monde entier. Et j'ai une question, parce que souvent je me suis demandé, mais est-ce que cet excès de connaissances, d'informations, est-ce que ça vous aide, j'imagine, mais est-ce que parfois ça vous aveugle pas? Est-ce que vous ne croulez pas sous les informations? On a de quoi crouler. La façon pour moi de lutter contre ça, c'est que finalement, je vous raconte ma journée le matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est que je vais sur Twitter. Et je suis 15 scientifiques. Donc il y a 3 épidémios, 3 virologues, 3 immunos, 3 cliniciens, des sciences sociales, du monde entier. Et je regarde qu'est-ce qu'ils ont posté dans les dernières 24 heures. Et eux, bon, ce sont des sommités, ont repéré les articles importants, les commentent. Et c'est comme ça que j'arrive à synthétiser l'information d'une journée en à peu près, ça me prend 3/4 d'heure à 1 heure. Et je récupère les articles pertinents, j'ai leurs commentaires, je lis ce qu'il faut lire. Et ce type de communication scientifique, on ne l'a jamais eu avant. Mais ça, c'est vraiment... Après, entre nous, ça fonctionne extrêmement bien et ce partage de données, il est absolument réel. Et à l'Institut Pasteur, on a vu, quand je vous racontais cette histoire du déroulé de l'épidémie, les 2 cas exportés en Thaïlande et au Japon, j'ai le même week-end alerté le directeur scientifique de l'Institut Pasteur en lui disant « il se passe un truc tout à fait anormal ». Et le mercredi qui suivait, on s'est réunis dans une salle de l'Institut Pasteur, 20 équipes de recherche, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce virus. Et il y avait des gens de sciences ultra fondamentales sur la structure du virus, à des gens très appliqués sur les vaccins, les tests diagnostiques, etc. Et on a démarré comme ça ce qu'on appelle la task force, qui continue de tourner. On a aujourd'hui 400 chercheurs et techniciens qui sont sur ces projets, 80 projets de recherche financés. Donc on est en pleine dynamique de recherche.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette dynamique n'a pas impliqué que des chercheurs, mais aussi tous les personnels support de l'Institut. C'est-à-dire qu'il y a toute l'administration qui fait tourner la recherche. On en a besoin. Il y a énormément de logistique derrière. Et les gens se sont donnés, mais sans compter. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y aura un avant et un après l'Institut Pasteur. Et tous les gens contre qui j'avais l'habitude de râler parce que rien n'allait assez vite dans l'administration, le réglementaire et tout, qui se sont mobilisés sur cette crise et avec qui on a passé, on communiquait à des heures impossibles pour faire avancer les projets, on a vraiment créé un esprit assez unique. Alors, la fatigue s'installe et je ne sais pas combien de temps on arrivera à tenir, mais ce dynamisme, aussi bien au sein d'un institut qu'avec mes collègues français ou étrangers, dans la recherche scientifique, pour moi, était absolument unique. Je regrette simplement que le spectacle que vous en avez eu sur les plateaux télé soit aussi éloigné de notre réalité. Et ça, voilà, il faut accepter que c'est le drame des médias qui ont besoin de faire de l'audience et des réseaux sociaux qui amplifient tout ça, parce que franchement, on est très très loin de ce que nous, on a pu vivre en tant que scientifiques. Alain Cugnot, peut-être que vous voulez dire quelque chose sur ce qui vient d'être dit. Après, j'ai une question précise à vous poser, mais peut-être... Oui, bien sûr. Moi, je suis très, très impressionné par ce qui s'est passé dans la recherche, enfin, ce que vous avez décrit. Parce que les humains, en règle générale, sont à peu près incapables de prévenir les dangers. Mais une fois que la catastrophe a eu lieu, alors là, ils deviennent intelligents, ils deviennent inventifs, ils deviennent sérieux. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé dans le monde scientifique. Et je trouve ça extrêmement remarquable. En revanche, la même chose ne s'est pas passée dans le monde des médias et ne s'est pas passée, je pense, non plus dans le monde politique. Je crois que si ça a eu lieu dans le monde scientifique, c'est parce que vous avez un objet extrêmement consistant, qui est celui de la recherche. Et que si ça a du mal à se produire ailleurs, c'est justement parce que les paramètres qui existaient avant, dans le monde d'avant, c'est-à-dire par exemple l'audience, n'ont pas sauté. Ils sont restés en place. Voilà ce que j'aurais à dire comme... J'avais une question sur ce qui a été dit au tout début de votre deuxième intervention, Arnaud Fontanet, mais une question pour vous, Alain Cugnot, parce que Arnaud Fontanet nous disait, on avait d'une certaine manière prévu, on était lucide sur le fait que, en tout cas en théorie, ça pouvait arriver. Mais je n'imaginais pas que dans votre conférence de rentrée, ici au Centre Sèvres, vous avez parlé de l'expérience. Il y a une différence entre théoriser quelque chose et puis le vivre. Là aussi, en quoi ça nous transforme ? Eh bien, parce que il y a un fossé, mais immense, entre le fait de se donner une représentation intellectuelle et le fait de faire expérience. Quand on fait expérience, on est transformé de telle sorte que l'on devient capable de faire d'autres expériences qu'on n'avait jamais faites. Et qu'on n'avait même pas imaginé. Qu'on n'avait même pas imaginé. C'est-à-dire, il nous pousse des organes d'essence, en quelque sorte. Et on devient sensible à des aspects de la réalité qu'on ne percevait même pas. Alors qu'on peut élaborer des théories qui fonctionnent. On peut faire des modélisations. Ces modélisations ne parviendront jamais à faire autre chose qu'à éclairer un secteur de la réalité. Donc je pense que c'est là la grande différence avec ce que permet l'expérience, c'est de casser un certain nombre de nos schémas, non pas pour les remplacer par d'autres, mais pour ouvrir une sensibilité qu'on n'avait pas eue, qu'on n'avait jamais eue, une sensibilité nouvelle. Il nous est poussé des sens. Il nous est poussé des organes des sens. Ouais. Ce que je peux juste dire là-dessus, c'est que donc, mon métier d'épidémiologiste travaillant sur les virus émergents m'a amené à intervenir déjà beaucoup sur des crises du même type. Et donc j'ai commencé par le SRAS en Chine d'ailleurs en 2003, j'étais à Pékin. J'ai retravaillé sur le MERS, qui est l'autre coronavirus dromadaire des pays du Golfe. J'ai travaillé sur des crises comme le virus Zika, sur Ebola. J'étais à Madagascar pour la peste pulmonaire en 2017.
Mais à chaque fois, il avait manqué un petit truc pour que le virus ou la bactérie, quand il s'agissait de la peste, pour que le scénario cauchemardesque se déroule. On s'en était toujours sorti. Et ça tenait pas à grand-chose quelquefois. Hein. Et j'ai fait toutes mes conférences sur le coronavirus du SRAS de la pneumopathie de 2003 en disant si la contagiosité avait débuté avant les symptômes, on n'aurait pas arrêté ce coronavirus. Mais il se trouve, pour quelque chose qui d'ailleurs est assez aberrant pour un virus, que la contagiosité pour le coronavirus du SRAS démarrait 3 à 4 jours après le début des symptômes. On le comprend aujourd'hui parce que c'est un virus qui était au fond des poumons. Et dès lors, il fallait que les patients soient vraiment malades et se mettent à tousser pour qu'ils expulsent du virus contagieux. Ce qui n'est pas le cas là. Le nouveau coronavirus qu'on a là est un coronavirus qui va dans la gorge, comme les coronavirus saisonniers, ceux qui donnent des rhumes, des petites choses assez bénignes. Et parce qu'il est dans la gorge, le simple fait de parler fort, le simple fait, et même en étant peu symptomatique, peut vous rendre contagieux. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le virus au fond des poumons. Les épidémies de SRAS, elles étaient hospitalières. C'est la même chose pour le MERS, parce que c'est des gens hospitalisés qui toussent, qui transmettent au personnel hospitalier et autour. Et là, on a un virus qui est placé ailleurs et qui fait qu'il est contagieux très vite. Mais pour toutes ces crises que j'ai vécues, la peste pulmonaire, quand on était à Madagascar, c'est quand même la peste pulmonaire, ça tue en 48 heures. C'est un truc qui est, vous êtes infecté. Et on avait appris donc qu'il y avait, quand on est arrivé là-bas, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait trouver. Hein. Et puis voilà, il se trouve qu'on a pu finalement la contrôler. Ça tenait à pas grand-chose, mais tout s'est arrêté. Et moi, je suis resté d'une expérience de 20 ans de crise épidémique à finalement à chaque fois passer à côté. Je n'ai pas vécu en tant qu'épidémiologiste la crise du sida. Hein. J'étais clinicien à l'époque, mais pas épidémiologiste, donc je n'ai pas connu cette crise qui est très différente. Hein. C'est un virus qui se diffuse de façon silencieuse, larvée, avec une incubation très longue. On n'est pas dans ces épidémies explosives comme celle d'aujourd'hui. La seule chose que je voudrais dire, juste pour conclure cette petite partie, c'est que mon expérience des crises passées, à chaque fois j'avais l'impression qu'on n'est pas passé loin de la catastrophe, mais on a oublié à une vitesse. Dès qu'on en était sorti, c'était le mois d'août de cette année, hein. C'est-à-dire que le SRAS, le machin, dernier cas en juillet à Taïwan, c'était oublié. L'économie est repartie. Et toutes les gens qui nous avaient dit on allait faire des plans de préparation, de la recherche, de machin, de trucs, plus personne. On l'a vécu avec la crise de 2009, la grippe de 2009. Ce qui nous a sauvés, c'était une très faible mortalité, inférieure à 1 pour 10 000. La mortalité aurait été de 1 pour 100 ou 1 pour 1000, on avait la même catastrophe qu'aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi ce virus de la grippe était un peu moins sévère que d'autres virus de la grippe, mais c'est ça qui nous a sauvés. Ben, vous avez bien vu ce qui s'est passé en France. Une fois qu'on est sorti de la crise de 2009, les plans de préparation, les machins, tout ça terminé. Les Prusses qui avaient été créés, 235 millions d'euros par an, fini à 25 millions. Les stocks de masques, etc., etc. Il y a une capacité d'oubli, et vous expliquerez ça beaucoup mieux que je pourrais le faire, qui se met en route, qui est peut-être salutaire. Et elle doit exister, il y a une bonne raison d'exister, mais qui, pour moi, en tant qu'épidémiologiste, m'a toujours laissé un petit peu perplexe, parce que je me disais, c'est incroyable, on en avait tellement besoin de tourner la page, que le jour où on a l'occasion de le faire, et je ne dis pas que si on sort de cette histoire-là, même avec tout ce qu'on a vécu, je ne suis pas absolument persuadé qu'on en tirera les leçons. Je pense qu'on aura une telle envie de redémarrer que voilà. Mais j'attends. Tout le monde me dit non, Arnaud, cette crise est tellement différente des précédentes, ça laissera des traces. Peut-être, mais je ne suis pas certain. Mais certains disent que ça fait partie aussi du processus de résilience. Mais sur cette question peut-être de l'oubli, puis après il faudra qu'on parle du lien et de la solidarité qui a été, dont vous avez parlé, mais peut-être sur cette question de l'oubli, Alain Cugnot, vous voulez peut-être dire quelque chose sur cette manière qu'on peut avoir peut-être d'oublier très rapidement je pense les malheurs qui nous arrivent. Je pense qu'effectivement on l'oublie, mais je crois qu'il y a quand même des choses qui changent. Il me semble que... Enfin, je suis persuadé que réellement, nous ne réagirions pas maintenant comme on réagirait s'il n'y avait pas eu la crise. Enfin, même quand on ressortira de là, on oubliera, on aura l'impression d'avoir oublié, mais je suis absolument persuadé que nous ne nous comporterons plus exactement de la même façon. Alors, il y aura une déperdition, hein, on ne va pas être sur la brèche tout le temps, il va falloir à nouveau nous solliciter, mais on ne réagira pas de la même façon. On n'aura pas la même forme de réactivité.
On dit que le rapport à l'hygiène des Asiatiques, alors peut-être était-il déjà celui qu'il est aujourd'hui, mais enfin qu'il a changé aussi avec le SRAS. Le SRAS et le MERS en Corée. Le pays qui gère aujourd'hui le mieux l'épidémie, c'est la Corée. Je ne parle pas de la Chine parce qu'eux, ils y vont avec des moyens qui sont totalement hors de portée de tout autre pays. Donc, et contestable par un certain nombre d'aspects. Une mise en place extrêmement autoritaire. Mais la Corée arrive vraiment à une gestion de cette épidémie qui est remarquable. Et ça, c'est la crise du MERS qu'ils ont eue en août 2015, où il y a eu 5 hôpitaux touchés. Et là, ils ont réussi à vraiment s'organiser. Alors, quand on dit qu'on a changé, pour l'instant, je ne suis pas absolument sûr que c'est pour le meilleur. Alors, je suis dans une phase un peu difficile. Où Vous voulez parler de quoi? Changer en termes d'expérience? Non, ce que je vois de la nature humaine au travers de cette crise aujourd'hui. Je vous ai parlé de la solidarité entre les scientifiques. Il y a eu des exemples, les soignants, des héros, on est tous d'accord. Il y a eu des exemples individuels de solidarité entre personnes, tout à fait remarquables aussi. Mais j'ai aussi vu le côté noir de la nature humaine. Et j'avoue que je suis encore... Vous pensez à quoi? 2 choses simples qui, pour moi, sont très importantes. Il y a, au niveau... On est devant une maladie transmissible. Donc la question n'est pas est-ce que moi-même, si je suis infecté, c'est à moi de choisir si je prends le risque ou pas. C'est que quand vous êtes infecté, vous devenez un risque pour les autres. Et donc, ce n'est pas ça votre seule responsabilité que vous engagez, c'est celle de tous les gens que vous pourriez contaminer par vos attitudes et vos pratiques. Et ça, c'est un message qu'on n'arrive pas à faire passer, qui est pourtant essentiel dans une maladie transmissible. C'est pas que vous exposez, vous faites pas... À la limite, vous diriez, moi je prends le risque, voilà, j'ai pas envie de vivre enfermé, machin et tout, puis ça me regarde, etc. et compagnie. Bon, c'est la société qui paye si je vais à l'hôpital, mais ça d'accord, c'est vrai pour toutes les maladies. Mais c'est pas la même chose avec une maladie transmissible. Quand vous vous infectez, vous allez exposer d'autres personnes et ça change complètement la donne. Et le deuxième sujet que je voudrais aborder, mais alors là aussi je vais encore ouvrir un énorme sujet, c'est un choix de société sur lequel on est en train qu'on a à faire actuellement, entre ceux qui disent bien, ce virus, laissons-le circuler, parce qu'on a compris que si une certaine proportion de la population était immunisée, l'épidémie s'arrêterait, laissons-le circuler pour sauver l'économie, laissons-le circuler parce qu'on a aussi envie de sauver notre art de vivre, etc. et compagnie. Et puis finalement, si les plus de 65 ans, et puis si des gens avec des comorbidités font des complications, c'est triste, etc. D'accord, on en est tous conscients, mais en même temps, la crise économique qui va résulter de toutes les mesures qu'on est en train de prendre pour empêcher la diffusion du virus aura un impact à long terme au moins aussi important que les morts d'aujourd'hui, voire plus important. Et donc, c'est partisan. Il y a un certain nombre de dilemmes, en fait, de devant laissons lesquels on est circuler le placé. virus Oui. parce qu'on est en train de tuer notre mode de vie et notre économie, que les conséquences à long terme vont être dramatiques et que finalement, les quelques morts de cette année, alors on parle quand même pour la France de 250 000 morts, Si on n'avait rien fait. si on ne fait rien. On peut encore décider de ne rien faire aujourd'hui. Et ça, je l'entends. Pas dit des mots aussi crus que cela, mais pas très loin. Dans le conseil scientifique, ce sont des questions qui sont posées de manière froide. On en discute. Ouais. Mais on est quand même tous de l'avis que je vais vous exposer maintenant, qui est de dire, d'abord, d'un point de vue purement rationnel d'épidémiologiste, ce virus, on ne peut pas le laisser circuler parce qu'il se transmet extrêmement rapidement et il ne sera jamais possible de garder étanche le groupe dans lequel il circule et le groupe de ceux qu'on voudrait protéger, des plus âgés et des vulnérables. Donc c'est une illusion de penser qu'on peut laisser le virus circuler pour atteindre cette immunité collective qui permettrait de stopper sa circulation, tout en protégeant les vulnérables, ça n'arrivera pas. Et puis pour moi, il y a des valeurs fondamentales d'un pacte de société entre le lien transgénérationnel et la protection des vulnérables, qui sont vraiment pour moi des valeurs fondatrices d'une société, et les nier en disant on sacrifie ces personnes qui ont eu le malheur d'être trop âgées ou d'avoir ces comorbidités pour préserver le reste de la société, etc., est quelque chose que je ne peux pas accepter. Mais je ne vous cache pas que ce débat, on le trouve, pas plus tard qu'aujourd'hui. Vous aviez dans le Lancet, qui est une revue anglaise très prestigieuse, un collectif de scientifiques qui se prononçait pour dire ne laissez pas le virus circuler. Et ce que je vous raconte, c'est finalement ce que Trump est en train d'essayer de faire, ce que Bolsonaro a voulu faire au Brésil,
ce que Johnson avait commencé à faire jusqu'à ce qu'il attrape la Covid. Donc il y avait des hommes politiques qui en avaient fait le choix délibéré. La question de l'immunité collective. Voilà. L'idée de l'immunité collective, en 2 mots, c'est qu'un virus comme celui-ci, pour faire simple, va s'arrêter de circuler quand la moitié de la population sera infectée. Et que du coup, certains disaient, laissons la moitié de la population s'infecter, mais les plus jeunes, on va protéger les vulnérables, bien sûr, parce qu'on n'est quand même pas des brutes. Mais faisons comme ça, et puis surtout préservons l'économie, etc. Parce que même les mesures qu'on est en train de prendre aujourd'hui auront des conséquences, y compris sanitaires sur le long terme, par la paupérisation qu'elles vont entraîner, qui feront qu'il y aura même plus de morts, etc. Donc c'est un calcul à la limite rationnel qui peut s'entendre. Alors, la seule chose, c'est d'accepter quand même l'idée dans une société de dire, vous, pas de bol, vous êtes du mauvais côté de la barrière aujourd'hui, et du coup, on vous sacrifie pour la collectivité. Et c'est ça qui, moi, le mot révolte est fort parce que je n'ai pas l'habitude de me... Voilà, mais qui quand même me choque profondément. Une fois de plus, parce que je reviens sur cette notion qu'une société ne peut vivre que si elle a des valeurs fortes comme une solidarité intergénérationnelle et la protection des vulnérables. Mais je peux vous dire que cet avis n'est pas partagé par tous. Alors là-dessus, c'est important qu'on vous entende à l'Inclusion. En plus, on est vraiment là pour le coup au cœur de notre sujet, la protection des plus vulnérables. En quels termes vous posez cette question, ce dilemme dont vient de nous parler Arnaud Fontanet? Mais moi, ce qui me paraît important, c'est à quel point l'option qui consisterait à laisser circuler le virus est une position forte. C'est une position rationnellement bien établie, avec cependant un prix à payer qui n'est pas du même ordre que le calcul de combien y aura-t-il de morts, finalement est-ce qu'il n'y aura pas plus de morts avec une crise économique dramatique. Ça, c'est d'un certain ordre. Mais ce n'est pas du même ordre que la véritable question, qui est que sommes-nous en train de faire? Comment nous engageons-nous par rapport à la réalité? Et à partir du moment où on pose cette question, non pas en termes d'estimation des dégâts, mais en termes d'éthique, en termes de « mais que faisons-nous ?» alors à ce moment-là, le tableau s'inverse complètement. Et la seule solution consiste à mettre toutes ses forces dans la prise en compte de toutes les personnes sans condition. Après, il y a sûrement des priorités à établir, c'est fatal. Vous voulez dire qu'il faut pas calculer, quoi. Le calcul ne peut pas être déterminant dans la décision prise, ce genre de calcul. En revanche, ce qui devient urgent, c'est de reconsidérer, mais d'une manière extrêmement large, la manière dont nous menons la politique, la manière dont nous vivons, la manière dont nous concevons les rapports entre nous. Ça, je pense que ça devrait être... À ce plan-là, on peut réélaborer des choses. Et lorsque vous disiez que vous aviez perçu le côté noir de la nature humaine, c'est pas le côté noir, c'est le côté bête. Mais la bêtise a une puissance extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire de reconsidération de ce que nous entendons par politique. Et qu'à partir de là, les questions médicales prennent une place importante, mais intégrée dans un ensemble. Et que si on ne crée pas cet ensemble, ça ne marchera pas. Et je voulais juste rajouter un mot parce que je veux aussi, pour ceux qui nous écouteraient et qui restent quand même, qui s'interrogent toujours sur cette option, et une fois de plus, il y a des présidents qui l'ont choisi, donc ce n'est pas un avis qui est nécessairement complètement minoritaire, loin de là. Il y a un autre élément de confrontation à la réalité que je veux mettre en avant, c'est qu'il est impensable d'envoyer aujourd'hui dans les hôpitaux des patients, parce qu'on dit toujours, c'est simple, on a 5000 lits de réa, on va monter à 7000, et puis on peut monter jusqu'à 12 000. Et moi, je me bats pour dire, mais ce n'est pas un objectif. 12 000 personnes en réa dans une salle, ça fera combien de morts? Ça fera combien de gens avec des séquelles? Et puis les soignants, aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Il y a dans les réanimations aujourd'hui, la moitié des lits qui sont pris par des personnes qui ont dû différer des interventions, type neurochirurgie, chirurgie cardiaque, cancer,
parce que les lits étaient occupés par la Covid, et donc des médecins ont dû les convaincre de dire « votre cancer va attendre 3 mois, parce qu'on ne peut pas vous opérer, parce qu'il y a un risque que vous deviez aller en réanimation, et les lits sont pris ». Ces gens ont accepté, et donc aujourd'hui, on n'a plus du tout le même volant de lits de réanimation, et je dis tant mieux, parce que ce qui m'effraie le plus, c'est les gens qui me disent « eh bien c'est bon, on va calibrer le nombre de lits de réa qu'on peut absorber, et on navigue comme ça un peu à vue, et quand on voit qu'on approche des 12 000, eh ben, on freine un peu, et puis quand ça redescend, on remonte. » Mais le but n'est certainement pas de remplir les réanimations. Et si on n'a que 30% de lits de réa maintenant disponibles, tant mieux, parce que pour moi, c'est un maximum. Et c'est d'ailleurs ce qui explique un peu les décisions fortes qui ont été prises hier. Hein. C'est qu'on n'a pas du tout ça. Mais il y a cette illusion de se dire, jouons sur ça. Et je le disais tout à l'heure, les chiffres ont un peu évolué, mais aujourd'hui, la moitié des gens qui sont en réanimation ont moins de 65 ans. C'est-à-dire que quand, effectivement, la proportion de décès, j'ai plus les chiffres en tête, mais 90% des décès sont peut-être chez les plus de 70 ans. Bon, c'est pas exactement le chiffre, c'est pas grave. À peu près le C'est chiffre l'ordre de que donnait grandeur. hier soir Emmanuel Macron. Ouais. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Mais il ne faut pas oublier que la moitié des gens qui vont en réa ont moins de 65 ans, qui vont en garder des séquelles. Et puis, sur cette maladie même les formes bénignes, on ne sait pas aujourd'hui quelles vont être les séquelles à long terme. On a quand même 5 à 10% de personnes qui ont fait des formes bénignes, qui continuent d'avoir des symptômes plusieurs semaines, voire mois après. Donc là, je ne veux pas inquiéter inutilement les gens, mais je veux aussi dire que d'un point de vue purement sanitaire, cette option n'est pas crédible, simplement parce que les soignants n'en peuvent plus. Et quand vous disiez les gens avaient applaudi les soignants à 20h le soir, moi ce que je dis aujourd'hui, vous avez applaudi les soignants, vous avez très bien fait. C'était les héros de la première crise. Si vous les respectez, ne leur imposez pas ce qu'ils ont vécu sur la première crise, ils n'en peuvent plus. Et comme vous le savez tous, on n'arrive plus à recruter, par exemple, dans les personnels pour les réanimations. Hein. Il n'y a plus d'infirmières pour les réanimations. Un lit de réanimation, c'est beaucoup de monde autour. Donc voilà, je voulais juste dire sur le plan sanitaire, même ce calcul froid n'est pas tenable parce qu'on ne pourrait pas accueillir ces patients dans les réa. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais je pense que c'est le bon moment pour commencer à faire circuler la parole et peut-être Marie-Christine Ory-Lavolée, en commençant par, je vous vois avec votre smartphone, il doit y avoir des questions Voilà, on a quelques questions qui sont parvenues par mail. qui sont parvenues par mail, absolument. Notamment, comment fonctionne l'articulation entre le comité scientifique et les décideurs politiques? Arnaud Fontanet. Alors là, l'idée, vraiment pour nous, c'est qu'on fait des avis et le politique décide. Et si vous prenez notre dernier avis, ils sont tous téléchargeables sur le site du ministère de la Santé. Prenez notre dernier avis, on propose 4 scénarios en discutant les avantages et inconvénients de chacun des scénarios par rapport à ce qu'on pourrait faire vis-à-vis c'était une note d'alerte, le dernier qu'on a fait. Et donc on laisse aux politiques le choix de décider. Alors ces avis sont imprimés, vous pouvez les lire. Évidemment, on a des discussions régulières avec l'exécutif et au plus haut niveau. On était à l'Élysée lundi soir et là, on peut donner notre avis de façon plus, j'ai envie de dire, avec des choix plus prononcés. Mais après, notre avis tel qu'il est publié, c'est aux politiques de décider. Et on reste sur le plan sanitaire. Mais si on complète la question quand même, c'est derrière votre avis, est-ce que le politique, puisqu'en plus vos avis sont publics, il a vraiment le choix? Oui, tout à fait. Et parce qu'on ne se place qu'au niveau sanitaire. On a une expertise dans le champ sanitaire, on n'a pas d'expertise par exemple en économie. Depuis le début, depuis le premier jour où nous avons décidé du confinement, je me suis dit immédiatement, mais qu'est-ce qui va arriver à toutes les personnes qui vont avoir des maladies non Covid et qui ne pourront pas aller dans les hôpitaux? Qu'est-ce qui va arriver avec la crise économique qui va suivre? Donc ça, je l'ai eu le premier jour. En revanche, je n'étais pas compétent sur les aspects économiques et je n'ai pas cherché à l'être. Et on dit, nous, aux politiques, voilà d'un point de vue sanitaire, notre évaluation des risques et des mesures que vous pourriez prendre avec pour chacune des avantages et des inconvénients. Maintenant, si vous allez dans une autre direction, parce que vous incorporez dans votre réflexion une dimension économique ou autre, moi, à titre personnel, ça me va très bien. Et juste pour vous donner une anecdote, on avait fait un avis contre la reprise des écoles dès le 11 mai. Dès le 11 mai, Emmanuel Macron a décidé de réouvrir les écoles. Quand les journalistes m'ont interviewé en disant « alors qu'est-ce que vous en pensez ?» etc.,
je disais, mais c'est parfaitement acceptable pour moi. Moi, j'ai donné un avis du point de vue sanitaire. Si, sur la base des problèmes de décrochage scolaire, d'apprentissage des enfants, si sur la base d'un point de vue économique, à quel point il était difficile pour les familles de reprendre une activité économique alors que les enfants restaient à la maison, etc., si le pouvoir politique a voulu faire un arbitrage différent, ça me va très bien. Nous, on s'était contenté de dire, attention, si vous ouvrez des écoles, voilà les problèmes sanitaires que vous aurez potentiellement. Mais, et je le dis rétrospectivement, que les choses se sont bien passées, mieux passées que ce que nous, on pensait, parce que le niveau de circulation du virus à la sortie du confinement était beaucoup plus bas que ce qu'on avait même espéré. Donc, finalement, les écoles ont pu fonctionner comme elles ont fonctionné en mai-juin. Assez bien, ça risque d'être un petit peu plus sportif à partir de maintenant. Peut-être qu'Alain Cugnot, vous avez quelque chose à dire aussi sur l'articulation entre la science et la décision politique. Je peux toujours essayer. Évidemment, je comprends tout à fait ce que vous venez de dire. Enfin, c'est aux politiques de décider. Et le politique ne peut décider que dans la mesure où il est informé, mais dans la mesure également où il ouvre suffisamment largement son horizon de compréhension. Et moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez à la fin de votre intervention tout à l'heure à propos des lits, du nombre de lits. C'est extrêmement typique d'une mauvaise politique. C'est-à-dire de prendre finalement ce qui apparaît comme un symptôme et d'essayer de le régler à son niveau. Il y a exactement le même phénomène dans un autre domaine que je connais un peu, qui est celui de l'administration pénitentiaire. Les conditions des prisons sont épouvantables, et donc il y a toujours quelqu'un pour dire augmentons le parc, multiplions le nombre des prisons, rendons-les confortables. Et chaque fois qu'on fait ça, ça fait un appel d'air et la situation redevient la même. Alors que la question n'est pas la question pénitentiaire, c'est la question de la justice, c'est la question de l'organisation de la société, c'est l'organisation de son fonctionnement. Et donc, c'est vraiment un problème extrêmement typique. Et la responsabilité des politiques, elle est très précisément de transformer des questions techniques en questions d'intelligence collective et de vie. Et de vie. On pourra peut-être revenir sur ce terme-là. Une autre question? Non, ou pas? Oui, j'ai une question qui vient par le mail. C'est relatif à l'idée de la responsabilité personnelle. Et notamment par rapport à l'observation que l'on peut faire du tout est lié, finalement, dans cette crise. Entre l'économique, la vision de la société, le rapport à l'environnement, le rapport à l'homme. Donc, comment, finalement, on redéfinit la question de la responsabilité personnelle, individuelle de chacun d'entre nous? Alain Cugnot, peut-être là-dessus? Je suis un peu sec là-dessus, précisément. Alors, je pourrais, parce que ça complète, j'ai bien écouté, c'est mon métier, le président Emmanuel Macron hier soir, et j'avais noté cette phrase: nous nous étions progressivement habitués à être une société d'individus libres, nous sommes une nation de citoyens solidaires. Voilà, on était société d'individus libres, mais en fait, on est une nation de citoyens solidaires. Ça complète la question sur cette responsabilité qu'on a chacun. Oui, bien sûr. Moi, ce qui me gêne avec cette notion de responsabilité, c'est que quand on en appelle à la responsabilité individuelle, en réalité, on crée un double lien. Parce que dire à quelqu'un « sois responsable », c'est déjà le déresponsabiliser. C'est-à-dire, c'est l'injonction parentale « je t'ordonne de me désobéir ». Et là, on dit, mais vous savez, vous devez être suffisamment conscient de votre responsabilité pour changer de comportement. C'est-à-dire qu'au moment où on vous dit ça, on vous traite comme un gamin. Et on vous rend, d'une certaine façon, on vous rend incapable de prendre réellement vos responsabilités. Alors j'exagère un peu, je schématise, je sais, mais quand même, ce qui fait que à la fin des fins, il ne restera que la contrainte, comme manière efficace
de procéder. Pourquoi moi je pense qu'avant de dire aux gens d'en appeler à leur responsabilité, on ferait bien d'inverser le mouvement et de commencer par les écouter. C'est-à-dire de mettre en place des structures qui permettent aux personnes de véritablement déployer leur propre pensée. Si vous prenez des initiatives comme celle du grand débat et du vrai débat, Ou de la ou des Convention initiatives citoyenne. comme la conférence la Convention citoyenne du sur le climat. climat. Ça, c'est des initiatives extrêmement intéressantes parce que ça permet aux personnes non pas d'être responsabilisées, comme on dit, mais de mettre les personnes en position d'autorité par rapport à elles-mêmes, puisqu'elles sont, on les met en position d'autorité par rapport au reste de la société. Et je pense que ce mouvement, qui consiste à inverser la flèche intentionnelle, c'est quelque chose d'important. Enfin, les gouvernants ne sont pas là pour nous donner des ordres. Des injonctions, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais. Ils sont là pour... en fait, ils sont là pour nous dire, pour faire apparaître ce qu'en réalité nous voulons. C'est ça le travail d'un politique, c'est de forer à travers l'opinion publique qui fait à peu près n'importe quoi, et d'aller rejoindre la part la plus intelligente des gens pour la solliciter, de telle sorte qu'ils deviennent actifs. Arnaud Fontanet. Je ne peux qu'être d'accord et vous trouverez dans les avis du Conseil scientifique, depuis je pense le 4e avis, la demande de créer un comité citoyen qui n'a pas été retenu par le politique. On leur a répété à chaque fois, on l'a répété dans plusieurs avis, et finalement on a entendu pour la première fois hier soir, et c'était une de nos batailles et peut-être de victoire, ils vont le créer à l'échelle locale. Mais ils ont parlé des comités citoyens, enfin Emmanuel Macron a parlé pour la première fois hier soir des comités citoyens. Quelle forme ça prendrait parce que... C'est rassembler les partenaires de la société civile pour leur demander exactement comme vous le disiez, de faire remonter à la fois leurs interrogations, mais leur interprétation, et aussi leur demander de proposer des solutions. Et finalement, c'est un jeu auquel moi je me suis un peu livré dans plusieurs reprises, dans des situations un peu difficiles, où on me demandait mais pourquoi vous avez fait ça, machin, etc. Et de retourner la question en disant et vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Et c'est toujours très intéressant. Il s'ensuit souvent un très long silence. Et après, les gens sont plus gentils avec moi. Pour le reste de l'émission, commission d'enquête, j'ai fait ça avec la commission d'enquête sénatoriale, où je leur ai dit, mais vous avez une expérience, vous, sénateur, du terrain que nous n'avons pas. Vous connaissez très bien votre territoire. Donc, ils étaient tous en train de faire le bilan des mois qui viennent de passer. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de test et tout. Puis je leur dis, vous savez, on est qu'au début du chemin, là. Cette épidémie, on en a encore pour longtemps. Moi, j'ai besoin de votre expérience. Et la question que je me pose, par exemple, pour le déploiement des tests, c'est ça. Qu'est-ce que vous feriez avec votre connaissance du terrain? Et c'est assez amusant de voir le raclement de gorge du président de séance qui dit, c'est pas tellement l'objet de cette séance. Et puis bon, c'est parti comme ça. Mais en fait, ça l'est un peu quand même. Mais j'ai eu une heure beaucoup plus confortable ensuite. Alors, on a des questions dans la salle, je crois. Allez-y, je vous en prie. Alors, moi, je voulais savoir, du coup, votre point de vue sur la façon dont aujourd'hui les médias et politiques pointent du doigt les jeunes comme responsables de la seconde vague. Et quand bien même cela serait vrai et est vraisemblablement vrai, que cela dit-il de notre société et de notre gestion de la crise que de blâmer justement nos jeunes? Alors Arnaud Fontanet, tout à l'heure, quand vous avez évoqué la question de la transmission, vous avez dit tout cela, je mets la morale de côté, mais bon, là, maintenant, on vous pose cette question. On pourrait retourner la question, hein, pour demander, puisque vous êtes jeune, votre interprétation de la situation actuelle. Non, justement, je pense que c'est un discours stérile que d'essayer de pointer du doigt. J'ai remarqué d'ailleurs hier soir qu'Emmanuel Macron a fait très attention. Il a beaucoup dit c'est très dur d'être un jeune en 2020. Enfin, vous avez entendu comment est-ce qu'il il s'est approprié ce débat actuel. Il est, je pense, hein, alors là je suis hors de mon champ de compétences, hein, mais je crois qu'on a quand même un certain sentiment d'invulnérabilité à 20 ans, en tout cas je l'avais quand j'avais votre âge.
je pense qu'ils sont clairement, vis-à-vis de leurs proches, tout à fait prêts à faire des efforts pour les protéger. Ils ont un peu, mais là, je sais, on n'a pas vraiment des données extrêmement fiables pour le dire, hein, mais on a le sentiment quand même qu'un certain nombre de jeunes ont intégré finalement la démarche de « je fais ce que je veux, mais je me teste régulièrement, et si je suis positif, je m'isole et je protège mes proches », comme un mode opératoire. Mais peut-être que je me trompe, hein, et on n'a pas suffisamment de données pour l'étayer. Mais en tout cas, il y avait le nombre de tests réalisés dans les populations les plus jeunes était très élevé et laisse entendre qu'il y a un certain nombre d'entre vous, en tout cas, qui avaient opéré ainsi. Moi, en tant qu'épidémiologiste, la seule chose que je peux vous dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que malheureusement, vous ne maîtrisez pas le risque que vous prenez pour vous-même, d'abord parce qu'il y a des jeunes qui font des complications. C'est très rare, mais ça arrive. Même dans les formes bénignes, il peut y avoir des séquelles sur le long terme qu'on commence à voir apparaître. Et puis, il y a tout ce qui se passe dans la chaîne derrière vous que vous ne maîtrisez pas du tout. J'avais fait de façon, je ne dis pas polémique, mais un petit calcul tout simple, parce que j'ai eu, alors je m'éloigne un petit peu de votre question, mais j'ai eu le nombre de coups de fil d'amis qui m'ont demandé s'ils pouvaient organiser le mariage de leur fils ou de leur fille cet été. J'ai fini par leur expliquer, vous faites votre mariage, il va y avoir 20 infections. C'est arrivé, hein, c'est un nombre assez moyen d'un mariage où le virus était présent. Mais ça va bien se passer parce qu'il y a une hospitalisation sur 20 et que tata machin, finalement, elle s'en sortira pas trop mal. La seule chose qu'on oublie, c'est que 3 mois plus tard, la chaîne de transmission qui a été créée, c'est 1600 cas et 11 morts. Mais ça, évidemment, vous n'en avez pas conscience. Et on n'a pas non plus à vous culpabiliser pour ça. Mais c'est cette notion d'une dynamique épidémique qui fait que quand vous créez un cluster comme celui-là, il y a des ramifications qui vous échapperont complètement. Hein. De toute façon, le premier qui a été infecté à Wuhan, il a fait les millions de personnes que vous connaissez aujourd'hui infectées. Et donc, moi, je comprends parfaitement que pour des gens de votre âge, vous n'ayez pas du tout conscience de tout ça. En revanche, la façon de communiquer, je ne l'ai pas trouvée. J'ai demandé à un de mes fils qui a votre âge, qui m'a dit de réunir 6 youtubeurs qui sauront faire les choses. Et c'est probablement une bonne idée. Il y a des pays qui l'ont fait, hein, etc. Et je suis passé sur Brut à 2 ou 3 reprises. Je vais le faire la semaine prochaine encore. Et c'est vrai qu'il y a un décalage, quoi. Je le sens bien, les commentaires qui suivent mais chacune de mes réflexions. Brut, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un média totalement Internet et réseaux sociaux qui est dont l'audience est très très forte chez les jeunes. Voilà, mais typiquement, je pense que l'appel à la responsabilité individuelle chez les jeunes, ça ne marche pas, et que la façon de communiquer, elle doit être différente. Mais j'avoue que je n'ai pas réussi à la trouver. En revanche, je rejoins complètement votre... Pour moi, ça a été le dilemme des semaines qui viennent de s'écouler. Entre un discours, en train de dire aux gens, n'attendez pas tout de l'État parce qu'on ne va pas fonctionner avec des interdictions, puis quand l'interdiction s'arrête, on recommence à faire n'importe quoi, et puis on avance comme ça. Prenez-vous en main, faites vous-même votre propre introspection, limitez votre nombre de contacts, etc. Je l'ai fait depuis 1 mois, avec un succès, à mon avis, plus que modéré. Et j'étais très intéressé de vous écouter parce que d'abord des copains sociologues m'avaient dit « Arnaud, c'est très bien ce que tu racontes sur les médias, mais ça ne marchera jamais ». Après, je n'ai pas encore trouvé l'alternative. Et en dehors de ce qui est de cette notion justement de demander aux intéressés de s'exprimer, de comprendre finalement quelles sont leurs attentes, leurs interrogations, et de leur demander de trouver leur propre solution parce qu'ils vont la trouver une fois qu'ils s'investissent sur le sujet. Simplement, ça, on n'a pas encore réussi à le faire. Alain Cugnot, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette question de la manière dont les jeunes ont le sentiment qu'on leur fait la morale en quelque sorte Ben oui, et puis moi, ce que je trouve le plus gênant, c'est de dire les jeunes. Après, il y a des classes d'âge. Il y a des classes d'âge. Et une vulnérabilité qui dépend quand même aussi. Oui, tout à fait. Et je ne nie pas qu'il existe des classes d'âge, mais ce qui me gêne, c'est d'en faire une utilisation culpabilisante, comme telle. C'est-à-dire, quand une société se met à chercher qui est responsable, ça va. Quand une société commence à se demander qui est coupable, c'est extrêmement dangereux. Et donc, moi, j'entends bien hein, dans cette manière de dire les jeunes font ceci, les jeunes font cela. Non, il y a des jeunes qui font ceci, il y a des jeunes qui font cela. Enfin, c'est pas le fait qu'ils sont jeunes. Voilà. Alors, comment faire
Eh bien, je ne sais pas. Pour ne pas culpabiliser. Pour ne pas culpabiliser. Et puis, pour entrer dans un processus qui ne fasse pas fonctionner ces vieux trucs qu'on connaît si bien de stigmatisation. Nous, on s'oppose les uns aux autres. Voilà, et ça me paraît être vraiment très, très mauvais. Une autre question. Alors, attendez, on va donner la parole à monsieur, puis ensuite, je vous donne la parole. Allez-y. Oui, bonsoir. Vous nous avez invités à élargir nos horizons de compréhension, et j'aime beaucoup cette expression. C'est la compréhension d'un certain nombre de sous-groupes de population. Les jeunes, je ne sais pas... Bien dans le micro, s'il vous plaît. Ouais. Je ne sais pas jusqu'à quel âge on peut être considéré comme jeune, mais en tout cas, les jeunes, visiblement, sont affectés. Il y a aussi les personnes âgées qui sont affectées. Pas forcément celles qui sont affectées par le Covid, mais celles que, tout simplement, on ne peut plus aller voir dans les établissements dans lesquels ils sont, loin de leur famille. Il y a les délaissés économiques qui existent aujourd'hui et qui vont exister de plus en plus demain. Il y a un endettement gigantesque des civilisations et des sociétés pour une solidarité sans limite. Et je me demande si les hommes politiques, j'espère qu'ils ont élargi leur champ de compréhension et qu'ils prennent bien leurs décisions de manière très libre après une analyse du pour et du contre sur tous les éléments. Je trouve que c'est fantastique le travail du comité scientifique, c'est fantastique d'alerter sur les risques, d'alerter sur la contamination, d'alerter sur la façon dont la chose peut évoluer. Mais c'est aussi, je trouve, la responsabilité des hommes politiques de prendre des décisions de manière la plus large possible, en ayant les tenants et les aboutissements, en tous les cas en essayant de les étudier le plus en détail possible. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit toujours le cas dans tous les pays. Je pense que la pression médiatique, la pression des électeurs est un phénomène extrêmement important et qui peut-être prend le pas sur des décisions mesurées et pondérées. Il y a plusieurs aspects dans ce que vous venez de dire. Il y a un point que je trouve très important et qu'on n'a pas encore abordé, ce qui rejoint directement vraiment la thématique, c'est la question des EHPAD, de la solitude des personnes âgées. Je crois d'ailleurs que les politiques ont quand même ajusté, mais c'est un fait qu'on a cherché en protégeant la santé publique. Dans un premier temps, on a protégé la vie physiologique, mais aux dépens de la relation que ces personnes très âgées pouvaient avoir avec leurs proches. Et Dieu sait si c'est important, cette relation, à un âge très avancé. Alain Cugnot, peut-être là-dessus ? Oui, je pense. Enfin, moi, je connais plusieurs cas de personnes... j'ai entendu parler de personnes qui, littéralement, étaient mortes de ne plus avoir de relations sociales. Et je trouve terrible... Alors... Par où prendre le problème? Je crois que c'est l'aspect procédural qui est peut-être en première ligne de ce qu'il faudrait combattre. C'est-à-dire quand vous énoncez des règles, fatalement, par nécessité, parce qu'elles sont des règles générales, elles vont produire des effets secondaires catastrophiques. Si vous ne vous rendez pas attentif aux effets secondaires, vous allez produire vraiment le contraire de ce que vous vouliez faire. Et je crois que dans certains EHPAD, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je pense que prendre une décision quand on est un homme politique, c'est quelque chose de terrible. Je pense également que vous ne pouvez pas gouverner sans faire des erreurs. Donc, gouverner actuellement, ça veut dire prendre des décisions en sachant que fatalement, il y aura certaines décisions qui seront catastrophiques et en ayant un horizon de visibilité qui doit être à peu près de 2,50 m. Enfin, la situation est, pour un décideur, épouvantable. Il n'y a pas d'autre solution, là je reviendrai toujours à la même chose, il n'y a pas d'autre solution que, faute d'avoir une profondeur de champ temporelle, eh bien il faut avoir une profondeur de champ verticale. Il faut aller vers le plus essentiel dont nous sommes capables. Ce que cela veut dire concrètement, c'est justement la tâche des politiques de le trouver.
Alors, j'ai juste Arnaud Fontanet. dire un mot sur les EHPAD pour l'avoir vécu de plusieurs façons. Et on a tôt pensé qu'il y aurait un risque majeur dans les EHPAD dès qu'on a vu que la mortalité de ce virus est incroyablement liée à l'âge. Et que chez les plus de 80 ans, c'est vraiment extrêmement élevé. On n'avait pas complètement anticipé la rapidité avec laquelle le virus se répandrait au sein des EHPAD. Et il y a eu un moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une mortalité extrêmement forte dans les EHPAD, où là, il y a eu un coup de frein brutal. Les gériatres ont tout de suite mis en garde contre le risque de l'isolement pour les personnes âgées, et on en a consulté beaucoup, qui, dans le moment où on réfléchissait sur comment on peut faire dans les EHPAD. Ce qu'on sait aujourd'hui et qui rend les choses beaucoup plus faciles pour nous, mais on ne le savait pas au départ, c'est que les infections dans les EHPAD sont venues en très grande majorité des personnels soignants. Une fois de plus, ce n'est pas une question de les pointer, ils ont fait un travail remarquable, mais voilà, ils avaient une vie en dehors des EHPAD. D'ailleurs, il y en a qui ont accepté d'aller vivre avec les résidents des EHPAD, pour vous dire à quel point ils ont été incroyables pendant cette période. Mais que les familles ont peu contaminé dans les EHPAD. Et qu'avec des mesures d'hygiène qu'on vous demande aujourd'hui dans les EHPAD, et d'ailleurs on autorise aujourd'hui, en tout cas c'est les recommandations du Conseil scientifique, d'autoriser les visites des familles dans des conditions contrôlées, les choses se passent bien. Et on demande aux soignants d'être testés toutes les semaines, ce qui est quand même pas drôle. Mais voilà, mais ça on l'a appris après quelques semaines. Et c'est vrai que et dans tous les pays, ça a été l'échec du modèle suédois, entre guillemets, a été les EHPAD. Ils ont eu une mortalité phénoménale dans les EHPAD. Mais voilà, c'est donc après, maintenant, aujourd'hui, je peux vous rassurer par rapport aux EHPAD sur le fait que les visites des familles sont possibles quand elles sont bien encadrées, et c'est le cas partout maintenant. Et alors, c'est un peu, voilà, c'est des visites un peu particulières, mais qui sont possibles, avec des masques et tout, c'est quand même très désorientant pour les personnes âgées. Et puis que vis-à-vis des soignants, il faut effectivement être très prudent parce que c'est la source d'infection, mais une fois de plus, ce n'est pas pour les pointer du doigt, c'est simplement pour dire que c'est là où il faut redoubler de vigilance. Il nous reste 5 petites Voilà. minutes. Voilà. Il marche. Voilà. Une dernière question par les gens qui nous suivent via Internet. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que pratiquement la moitié de la population mondiale a accepté sans armes et sans guerre une diminution telle de ses libertés individuelles en quelques jours. Aucun régime politique, aucune dictature n'est arrivé à ce résultat en aussi peu de temps. Ne sommes-nous pas tous devenus extrêmement vulnérables de ce point de vue-là ? N'est-ce pas là un des changements les plus fondamentaux qui s'est opéré avec cette pandémie ? Alain Cugnot. Ah si, je crois que c'est un énorme changement et que pour moi c'est un mystère complet. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. C'est la première fois apparemment que ça se produit dans l'histoire que l'économie, on ne va pas dire s'arrête, mais enfin s'arrête presque pour une raison qui ne soit pas au moins apparemment économique, alors qu'il n'y avait en face d'elle aucune force. Ce n'est pas un combat qui a obtenu l'arrêt de l'économie, c'est l'économie elle-même qui s'est arrêtée. Or, elle ne connaît qu'elle-même. Et là, moi, je reste perplexe en ayant remarqué effectivement qu'il y a eu dans le monde une capacité d'obéissance assez remarquable. Et que on peut le lire de deux façons. On peut le lire comme un signe rassurant. On peut le lire aussi comme un signe inquiétant. Il vaut mieux le lire comme un signe rassurant parce que si on le lit comme un signe inquiétant, on retombe dans cette manière de penser qui consiste à dire, eh bien, allons-y, vivons, n'ayons pas peur de la mort. Ce serait véritablement une catastrophe. Mais le jour où j'aurais compris pourquoi l'économie s'est arrêtée, quand j'aurais vraiment compris ça, je serais content. Ça vous a étonné, vous, Arnaud Fontanet ? Ça continue de vous étonner ? Je ne vous cache pas que les 3 jours qu'on a passés, parce qu'on a été nommé première réunion qu'on a eue, c'est le 11 mars. Et le 12 mars au matin,
Je ne sais pas si vous pouvez vous souvenir les uns et les autres où vous étiez, ce que vous faisiez, etc. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait nous arriver très rapidement. Moins d'une semaine après. Ah mais ça s'est fait, c'est 12, 14, 16. Hein. On a enchaîné très vite 3 réunions et on a vu que voilà, il n'y avait pas d'autre échappatoire. Alors, quand on voit la violence quand même de ce qui se passait dans les services de réanimation, et comme je vous le disais, pour nous qui avions une réanimatrice à côté de nous qui nous le racontait, la décision de dire il n'y a qu'une façon d'arrêter, c'est en empêchant les contacts entre les personnes, et la seule façon de le faire, c'est le confinement, nous est apparue assez évidente. On n'a pas eu de ce côté-là d'alternative. Ce que les gens, finalement, aujourd'hui, ne réalisent pas, et tant mieux, c'est ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le confinement. En France, on était probablement 300 000 morts. Vous avez vu déjà ce qu'on représentait, ces 30 000 morts, en termes de bouleversement du système hospitalier, société, etc. Donc vous multipliez par 10. De toute façon, ça ne serait jamais arrivé. On aurait attendu une semaine, comme l'ont fait les Anglais. On aurait quand même dû confiner. Aucun gouvernement n'aurait pu résister à cette demande de réaction quand vous voyez les situations dramatiques qui sont celles que vivaient les réanimations. Il y a un film qui s'appelle Piégé à Wuhan, qui est le seul endroit où j'ai vu filmer ce qui se passait dans les hôpitaux chinois à Wuhan. Ahurissant ce qu'ils ont vécu dans ces hôpitaux au plus fort de la crise. Et ces images, je ne les ai jamais vues ailleurs. Mais de toute façon, ça allait arriver et il aurait fallu à un moment ou à un autre mettre le pied sur le frein. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les pays qui ont essayé de jouer sur les deux tableaux, alors sans aller jusqu'à un confinement total, mais en essayant de ça, ne s'en sont pas sortis. C'est les États-Unis aujourd'hui qui sont empêtrés avec une économie qui n'a pas redémarré et une crise sanitaire qui continue. C'est-à-dire qu'ils ont perdu sur les deux tableaux, en fait, en quelque sorte. Ils ont une baisse du PIB qui est moins importante que celle qu'ont vécu les économies européennes. Et si vous prenez la Suède, ils sont un peu mieux que les autres. Mais la mortalité en Suède est 10 fois supérieure à leurs voisins immédiats, qui sont probablement ceux avec lesquels on peut les comparer. Et vraiment, et eux, ils ont vécu Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a eu ce phénomène de confinement généralisé de l'Europe qui a figé la situation et a permis d'éviter le pire. Mais donc on ne saura jamais ce qui se serait passé si les choses avaient été... Je pense qu'aucune société telle qu'on la connaît aujourd'hui, une démocratie européenne par exemple, n'aurait pu accepter le désordre qu'allait enclencher le pic. Enfin, je vous dis, on sait déjà, voyez ce qui s'est passé avec 30 000, imaginez qu'on soit arrivé à 300 000. En un mois et demi, c'était réglé. Les modélisations montaient très bien. Mais je ne peux pas voir comment... Enfin, ça me paraît totalement inconcevable. C'était socialement inacceptable. On va s'arrêter là. Merci beaucoup de votre présence. Merci à chacun. La dernière question me faisait penser à un livre, un petit essai paru dans la collection Tract, qui est intéressant parce que discutable, d'Olivier Ray, qui s'appelle L'idolâtrie de la vie, c'est chez Gallimard, c'est très intéressant. Je renvoie à 2 livres aussi d'Alain Cugnot, L'existence du mal au seuil, et un livre qui s'appelle De l'angoisse à la liberté, apologie de l'indifférence. Je crois comprendre que c'est plutôt au sens ignatien du terme. C'est chez Salvatore. Et puis, permettez-moi une toute petite autopromotion pour La Croix l'Hebdo de cette semaine, parce qu'il y a précisément un philosophe qui s'y exprime et qui est absolument passionnant, Jean-Luc Nancy, qui publie un livre qui s'appelle Un trope humain virus, et sur toutes les questions qu'on a explorées ce soir, qui nous apprend notamment, ça m'a beaucoup intéressé, que les Indiens, quand ils parlent de ce virus, parlent de communovirus. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je sais qu'il y aura une autre conférence qui explorera précisément dans le même cadre les questions économiques, qui sera animée par Dominique Seux des Échos. Merci encore et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis par la vidéo. Au revoir. Merci beaucoup. C'est passionnant. Et ça
m'intéresse, parce que vos études m'intéressent vraiment beaucoup. Je vous contacterai peut-être. Ah, ça c'est gentil. Non, mais même avec le conseil scientifique, on écoute, on commence chacune de nos séances en écoutant un témoin pendant une demi-heure. Et avec Jean-François Desplessis, je pense que vous avez des choses. Ça m'intéresse, évidemment. Je vais peut-être passer par là, parce que je ne sais pas si c'est l'escalier là-bas. Ah oui. Il y en a un aussi là-bas. Ah oui, d'accord, derrière. Pardon. De la Tala et C'est là-bas.